Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la Cour commune. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet sur lequel nous avons tous des idées reçues, tellement ces personnes dont nous parlons aujourd'hui ont investi nos vies et on se demande si c'est si facile de le faire. Est-ce qu'ils arrivent même à gagner leur vie avec cela? On parle du coaching. Et si le coaching vous était expliqué aujourd'hui avec nos invités? Ils ont investi tous les milieux et tout le monde est aujourd'hui coach. Serait-ce alors si facile? Quelle est concrètement la mission du coach et qui peut être coach? Quels sont les types de coaching et quelles sont les étapes? Et si le coaching vous était expliqué avec nos invités, Jean-Chris Amoussou, coach certifié, également consultant, Habib Rodonou qui est recruteur, les coachs Gilles-Chris Akwete et Aurore Dossuovo, puis enfin coach Justino Vira qui lui a fait un travail scientifique sur le sujet. Voilà, alors nous allons installer donc le premier plateau avec déjà coach Justino Vira qui a fait un travail scientifique sur la thématique du jour. Coach, oui, venez vous installer confortablement. Oui, par ici. Non, par là. Voilà, ça serait beaucoup plus joli si vous partez par là. Désolé, vous allez y arriver. Oui, voilà. Allez, nous allons également installer monsieur Gilles-Chris Akwete qui également est coach et consultant. Vous préférez passer par ici? De toutes les façons, arriver à l'antenne, c'est l'essentiel. Venez vous installer. Bonjour, cher coach. Bonjour, madame Angèle. Bonne arrivée. Merci, c'est nous. Alors, vous êtes coach formateur et vous êtes coach consultant. C'est quoi la différence? Voilà ce que vous faites, vous nous embrouillez aussi. Et on vous traite de tous les noms. On va commencer par vous. C'est quoi un coach consultant? Vous consultez en coaching, c'est ça? Voilà. Exactement voilà. cela. D'accord. Ok. Et vous, formateur, vous formez en coaching? Oui, parce qu'il y a le coaching qui est un art et il y a la formation qui consiste à la transmission des connaissances, un transfert de connaissances. Transfert aussi bien dans le coaching que dans les domaines liés au développement des potentialités. Il y a encore certains qui disent qu'ils sont coachs certifiés, un peu comme le second plateau avec coach Jean-Christ Amoussou. Je vous explique. Lui, il est coach certifié. En réalité... D'accord, comme lui là, il a parlé, oui, allez-y. Oui, lorsqu'on dit coach certifié, c'est juste que cette personne-là a peut-être suivi la formation, a peut-être suivi le processus et au bout des comptes a reçu une certification. Et donc, il se dit coach certifié de ce domaine, de cette formation qu'il a suivi. Donc, en bref, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Je ne sais pas si le coach verra. Oui, verra. Vous savez, le coaching est un métier. Ah, d'accord. Et on ne s'aventure pas dans un métier sans formation. Et lorsque vous faites une formation est soldée par un certificat. Donc, a priori, ce qui certifie quelqu'un qui est coach, c'est d'abord le certificat. Si je prends mon exemple, moi, j'ai fait 2 certificats en coaching. J'ai fait un certificat en coaching développement personnel et un certificat en coaching employabilité et insertion professionnelle. 2 certificats. Ça veut dire que si je peux me présenter, je dis coach certifié. Mais certains, c'est un peu comme les experts comptables, on dit experts comptables diplômés. Oui, c'est parce qu'il y a des coachs de fait que certains insistent là-dessus en disant qu'eux, ils sont certifiés pour qu'on ne les confonde pas à la masse. Bon, moi, je ne mise pas trop là-dessus. La preuve que dans ma présentation, nulle part, je ne dis coach certifié. Parce que de ceux qui pensent que la formation en elle-même, c'est une obligation. Donc, lorsque vous dites que vous êtes coach, le préalable, cela suppose que vous êtes d'abord formé. Donc, dire coach certifié, pour moi, c'est de la redondance. Parce que je sais que je suis certifié. Donc, c'est ça. Mais, celui qui dit coach certifié, ça se comprend. Parce qu'il y a aujourd'hui un foutu, une masse. Et aujourd'hui, tout le monde se retrouve une qualité extraordinaire de s'investir coach. Si bien que ceux qui ont fait le processus normal se distinguent en coach certifié. D'où
même si moi qui vous parle, il y a eu des endroits où j'insiste en disant coach certifié pour qu'on ne me confonde pas. Moi-même, je suis coach. À partir du moment où il y a le parchemin. Voilà, on peut donc, dire il ne ça. faut pas forcément un parchemin. Bon, je peux m'auto-former, non? Je vais vous dire, l'auto-formation, on a toujours cru qu'il suffit d'avoir un amour ou bien un penchant pour le développement personnel, pour les ouvrages comme Robert, les ouvrages Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, Réfléchir et devenir riche de Napoléon Hill, et celui qui a une certaine maîtrise de ces ouvrages s'investit coach, parce qu'il y trouve à travers ces ouvrages qui sont pourtant des références documentaires dans notre domaine, il dit je suis coach. Mais en réalité, le coaching, c'est un métier. Je suis sûr que vous allez me relancer là-dessus. Oui, là, c'est juste l'entrée. On n'a même pas encore commencé. C'est juste des clarifications conceptuelles pour qu'on parte sur de très bonnes bases. Donc, moi, je peux devenir coach, mais à condition de me faire former. C'est ce que vous dites. Voilà, exactement. Vous pouvez avoir des prédispositions, mais il est obligatoire d'aller se faire former parce que le coaching, il y a la déontologie du coaching. Et la déontologie du coaching ne se mêle pas de la passion. Ce n'est pas parce que je suis passionné du coaching que je maîtrise la déontologie, que je maîtrise les règles, que je maîtrise les étapes, que je maîtrise les méthodes du coaching. D'accord. J'ai constaté également que la plupart, sinon tous les coachs sont entrepreneurs. Ça va de soi, c'est ça? Non. En fait, normalement, il y a le coaching dans chaque domaine. D'accord? Donc, un coach entrepreneur, c'est que il s'est aventuré à aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que si je prends le coaching familial, d'accord, je peux m'ériger en tant que coach familial ou bien coach en question des couples. Et quand on parle de coach en question des couples, il y a trois personnes. Il y a et l'homme, et la femme, et le couple. Généralement. Donc, ce n'est pas forcément le coaching, c'est pas forcément de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais d'autres ont vu que voilà, je peux en faire également une entreprise avec. Donc, ce n'est pas tous les coachs qui peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que le coaching, comme le coach Vera est en train de dire, c'est un métier, c'est une carrière. Et quand on parle d'un métier, cela n'est pas assimilable à une entreprise. D'accord? Je peux développer mes compétences, je peux faire carrière dans le coaching, mais je peux ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, déjà, quand je me suis fait former, je peux donner, parce que le coaching, c'est comme une prestation, d'accord, que nous faisons à accompagner les uns et les autres. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. D'autres peuvent choisir de se lancer dans l'entrepreneuriat, et voilà, c'est un des choix, en fait. Vous êtes entrepreneur? Oui, je suis entrepreneur. Vous aussi, vous êtes entrepreneur? Oui, je suis entrepreneur, mais ma spécialité, ce n'est pas le coaching entrepreneur. Je suis d'abord coach en management des organisations. Ok. Coach management des organisations. Vous savez, lorsque nous parlons du coaching, le coaching est vaste. Et tous les domaines du coaching, tous les domaines de la vie, le coaching dans tel domaine, le coaching a sa place. Le coaching s'impose dans tous les domaines. C'est ainsi que vous trouvez des coachs scolaires. C'est ainsi que vous trouvez des coachs conjugaux. C'est ainsi que vous trouverez des coachs d'affaires. C'est ainsi que vous trouvez des coachs sportifs. Je fais une virgule pour dire, lorsqu'on dit quelqu'un qui est coach sportif, coach d'une équipe sportive, ce n'est pas forcément parce qu'il sait jouer. Que cela ne vous surprenne pas. Vous allez voir. Non, il doit savoir tout au moins, non? Non, il y a des... Quand vous prenez le préparateur mental d'une équipe, ce n'est pas un footballeur. Donc, le coach, c'est d'abord celui-là qui met l'être humain au centre d'une analyse. Nous parlons d'introspection, la phase de questionnement. Dans les typologies de coaching, nous avons le coaching par objectif et le coaching par problématique. D'accord. Et quand vous rentrez dans cette typologie, vous allez voir que nous avons une dizaine de coachings. Je commence par le coaching d'intégration, qui est un type de coaching par objectif. Lorsque quelqu'un rentre dans une entreprise, il est nouveau, il faut lui permettre de s'insérer. Il faut l'amener à s'habituer à l'environnement. Le coach en intégration a toute sa place. Mais lorsque la personne est intégrée, il faut qu'il fasse preuve d'une certaine performance. Il y a le coaching de performance qui consiste à suivre ce nouveau venu, ce nouveau employé ou ce nouveau collaborateur pour qu'il puisse avoir la maîtrise de son poste. À ne pas confondre avec la capacité technique. La personne de façon technique peut être au point, mais chaque entreprise a ses spécificités. La manière dont j'exerce la comptabilité dans une entreprise commerciale ne sera pas celle
la méthode recommandée pour une entreprise industrielle. Et l'environnement, dès que l'environnement a changé, c'est que ça peut me bouleverser. Donc, il y a le coaching de performance. Il y a le coaching de croissance qui consiste à amener l'être humain à aller au-delà de ses limites, à aller au-delà de ce qu'il voit comme frein, comme obstacle. Voyez-vous? Donc, il y a tout ça. Il y a par exemple ce qu'on appelle le coaching de maintien. Le coaching de maintien, lorsque vous réalisez, on dit le plus dur dans la vie, ce n'est pas d'être riche, mais c'est de rester, c'est de le demeurer dans le temps. Donc, le coaching de maintien, c'est lorsque vous faites preuve d'une certaine performance, d'une certaine croissance, et on vous aide à rester à ce niveau, ou peut-être à ne plus venir au bas de l'échelle. On appelle ça également le coaching par effet de plateau. Donc, ça, c'est le coaching par objectif. Mais il y a le coaching par problématique, ou qui commence par d'abord l'identification d'un problème majeur. Et un premier, c'est d'ailleurs le coaching de développement. Celui qui estime qu'il a des carences en leadership. Donc, il veut se développer. Celui qui estime qu'il a des carences en gestion d'équipe, des carences en art oratoire. Le coaching de développement vient de là. Nous avons le coaching de stimulation. Lorsque vous êtes au milieu d'un challenge, je prends l'exemple des candidats aux examens. C'est un coaching de stimulation pour l'amener à affronter cet examen, à d'abord le voir comme un non-événement. C'est le coaching de stimulation, celui qui veut se marier. Donc, voilà autant de choses que nous mettons toujours dans le coaching, et pas problématique, mais il y a le coaching de résolution. Lorsque le problème se pose, vous prenez les couples. Lorsque, malheureusement, le foyer est à bord d'une cassure, c'est le coaching de résolution, d'où les coachs conjugaux. D'où les coachs conjugaux. Vous avez le coaching de stratégie, qui est plus indiqué pour les chefs d'entreprise. Lorsque vous êtes nouvellement élu chef, vous voyez aux États-Unis, lorsque le président est élu, en griffe, il subit, on lui donne des séances intensives de coaching, des cours intensifs en coaching, pour le préparer au métier. La démarche, la posture, le langage, le rythme de travail, on l'amène à accepter l'univers dans lequel il se prépare à rentrer. Donc, tout ça rentre dans le coaching de résolution, le coaching stratégique, le coaching de croissance, pour dire qu'il y a plusieurs variétés de coaching. Au Bénin, c'est vrai, il y a des coachings qui sont plus développés que d'autres. Coach en entrepreneuriat, coach en développement personnel, coach en relation conjugale, coach en insertion professionnelle, il y a coach business, mais chaque société met devant le besoin de la société. Si le besoin est là, nous ne pouvons que nous accommoder. Donc, le besoin, c'est le développement. C'est ce que moi j'ai constaté, parce qu'il y a beaucoup de coachs en développement personnel de nos jours. Même sur les réseaux, les dites influenceuses aussi deviennent des coachs, etc. Donc, notre société a besoin de développement, d'affirmation de leur leadership. C'est ce que je retiens de ce que vous avez dit. Alors, vos explications ont permis d'avoir une idée claire de ce que c'est que le coaching, sans que je ne vous ai posé la question. Vous avez répondu à la question ici bien. Mais moi, j'ai comme l'impression que le coach, là, c'est par exemple ce spécialiste d'un domaine que vous arborez le manteau de coach, parce que vous avez parlé du coaching conjugal. D'aucuns parleront peut-être de psychologues ou bien de psychiatres, d'accompagnateurs de couple, etc. C'est pas forcément de base coaching, mais un autre diplôme, mais bon, parce que le coaching est là, on dit qu'il est coach. C'est l'impression que moi j'ai en tout cas. Est-ce que je me trompe ou bien c'est la réalité? Oui, lorsqu'on parle de coaching, on parle d'un accompagnement personnalisé. On parle d'un accompagnement dans un domaine. Et généralement, le coaching, c'est plus profond que la formation. Un psychologue commence par s'ériger en coach parce qu'il prétend avoir les connaissances pour pouvoir accompagner l'individu. Or, c'est un autre processus. Je peux finir ma formation de psychologie ou je ne sais pas d'autres formations, mais tout cela ne me donne pas le droit de devenir coach. Je ne suis pas là déjà un coach. D'accord? Alors, bon, mais si j'accompagne, c'est que j'ai déjà les aptitudes, non? Non. Si j'ai ce diplôme-là. Oui, le diplôme obtenu après la formation ne veut pas dire que je suis devenu coach. C'est un autre niveau. D'accord. Devenir coach, c'est que je dois aller... Parce que lorsqu'on parle de coaching, le coaching a des outils.
qu'il faut utiliser pour coacher les personnes. Il y a le coaching individuel, le coaching de groupe et le coaching organisationnel. Donc, et chaque niveau, ça a des outils pour pouvoir accompagner cela. Mais la formation ne me donne que de la connaissance dans le domaine. Alors, le coaching va au-delà de cela pour accompagner les gens dans leur... le coaching, en fait... Le coaching ne vient pas t'apporter ce que tu ne sais pas. C'est sur ce que tu sais. À la base de ce que tu sais que le coach agit. À la base de tes connaissances que le coach travaille là-dessus. Et donc, c'est pourquoi le coaching est différent de la formation. D'accord? Je peux former. Et ça s'arrête là. Moi, hier, une dame, elle s'est formée en marketing digital. Elle a eu la formation. Elle a eu tout le cours, dans ce cours. Mais elle était obligée de venir vers moi pour le coaching de ce qu'elle a fait. Et donc, je ne suis pas là pour lui donner le cours. Mais je suis là pour utiliser ce qu'elle connaît déjà afin de l'aider à pouvoir passer à l'action. Le coach clarifie les objectifs de l'individu afin de l'aider à obtenir des résultats. Avec le coaching, c'est avoir les résultats. Lorsque tu prends un coach, ou bien lorsque tu as un coach, c'est égal résultat. Le coach doit t'amener à avoir les résultats et non le coach le coach n'est pas là pour te donner la formation, la connaissance, mais il est là pour agir sur ce que tu connais déjà, à clarifier ce que tu connais afin d'atteindre tes objectifs. Et donc, lorsque je finis dessus une formation en psychologie ou je ne sais quoi, et comme l'exemple que vous avez donné, cela ne me donne pas tout de suite le droit de devenir un coach, parce que c'est la raison pour laquelle il y a la masse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi la formation, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté peut-être les facultés de psychologie, ont eu des diplômes en psychologie. Et donc tout de suite... Ça, c'est un exemple, là, on va pas s'attarder sur, c'est juste un exemple. Mais nous allons prendre l'exemple, peut-être, je prends aussi, je fais la transfiguration sur aussi d'autres domaines également. Et donc tout de suite, c'est que le nombre, il y a le nombre. Beaucoup ont eu le diplôme de la formation, mais beaucoup n'ont pas suivi le processus du coach et beaucoup n'ont pas les outils du coaching pour pouvoir coacher les uns et les autres. Et donc, on ne peut pas dire tout de suite que après une formation, avoir les connaissances en psychologie, c'est qu'on devient coach. Non. Tel que le coach lui a dit, 2 certificats en coaching. Donc, certainement, il a eu des formations de base. Mais après, il est parti se former dans ce domaine de coaching qu'il a choisi. Donc, c'est important de suivre la formation et non, après d'avoir eu les connaissances. C'est pourquoi beaucoup sont devenus en grade, moi je les appelle des conseillers. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Mais fais ceci là, est-ce que c'est ce que l'individu X a besoin pour avoir les résultats? C'est à comprendre dans ce domaine-là. Donc, le conseiller n'est pas un coach? Le conseiller n'est pas un coach. Vous savez. D'accord. Oui, il faut partir de l'histoire du coaching pour mieux cerner, appréhender le coaching. Le coaching n'est pas venu du néant. Le coaching a une histoire. Le coaching a un passé. Et lorsque vous prenez la peine, en tant que professionnel de coaching, de maîtriser cette histoire, même le non-professionnel va mieux cerner le contenu du coaching. Le coaching existait 500 ans avant Jésus-Christ. Le précurseur du coaching, je dirais que le coaching a connu 3 grands moments. Le premier, c'est le coaching dans sa version traditionnelle, mais qui ne s'appelait pas coaching. On parlait de la maïeutique. La maïeutique qui se définit comme l'art d'accoucher les esprits. Et le précurseur de la maïeutique, les philosophes, ceux qui ont fait la philosophie de façon profonde, qui seront d'accord avec moi, ils vont plus se retrouver dans ce que je dis, c'est Socrate. Et la méthode de coaching de Socrate, c'était le questionnement. Socrate qui répondait aux questions de ses disciples par une autre question. Le connais-toi toi-même. Ça veut dire que le coaching amène l'être humain à aller trouver au plus profond de lui la réponse à sa propre question. Le questionnement qui est un outil phare du coaching. C'est ça qui différencie d'abord le coaching d'un conseiller. Vous allez chez un coach vous pose plus de questions. Et parfois, vous retournez du séance de coaching et vous êtes surpris d'avoir dévoilé, d'avoir révélé des choses que vous ignorez sur vous-même. Parce que le coach a l'art du questionnement. Le questionnement qui est un outil de coaching. Et Socrate l'a révélé sous la maïeutique, l'art d'accoucher les esprits. Amener l'être humain à ramener dans un état concret le génie intérieur qu'il porte en lui. Et ça, c'est la phase traditionnelle, la version traditionnelle du coaching. Deuxième moment, nous en sommes arrivés à la version étymologique du mot coach. Le mot coach vient du français. Coach qui s'écrit C-O-A-C-H.
C-O-C-H-E. Coach, c'est un coach. Un coach. Tout comme si rater un coach, au fait. C-O-C-H-E. C-O-C-H-E. Qui veut dire simplement, quand vous consultez le dictionnaire, c'est une charrette conduite par des chevaux. Oui. C'est une charrette conduite par des chevaux. Donc, c'est un moyen de transport qui vous permet de quitter un point A à un point B. Pris dans ce sens. Mais à la fin du XVIIIe siècle, cette charrette conduite par des chevaux s'est remplacée par une conduite d'attelage. C'est pour ça le coaching, on dit que le coaching c'est pour les riches. Parce qu'à la base, le coaching n'était pas dans la rue. Le coaching c'est pour les élites, c'est pour les bourgeois, ce sont les personnes d'un certain rang. En Angleterre, on parlait du sang bleu. Pour dire, c'est nous et c'est de là que des associations, ce que nous appelons chez nous, à tort ou à travers des sectes, ont commencé par être érigés. Parce que le besoin se fait sentir de commencer par se constituer en des petits groupes pour se donner, pour se livrer une certaine connaissance, pour se livrer une certaine notion de vie, une certaine conduite de vie. Et là, le coaching prenait la forme d'un sport. Et vous comprenez alors pourquoi le mot coach a pris un siège fondamental ou bien un fer de lance dans le domaine sportif. Oui. Mais la version professionnelle du coaching a commencé dans les années 70. Grâce à un monsieur, Timothée Galloway. Timothée Galloway, qui est un enseignant de Harvard School Business, qui s'appliquait dans les entraînements de tennis, de golf, de ski. Et lors d'un championnat, on voit Timothée Galloway qui enfermait ses joueurs dans une salle. À l'opposé de ce qui se fait généralement, où on voit les joueurs sur un terrain en train de s'entraîner. Et tout le monde était surpris de cette méthode inductive mise en place par Timothée Galloway, qui enfermait ses joueurs dans une salle. Mais qu'est-ce que Timothée Galloway faisait avec ses joueurs dans une salle? Il travaillait sur leur état intérieur. Il travaillait sur les obstacles. Il les mettait dans un état de capacité. Pour dire simplement que, au-delà de la technique, il y a l'émotion qui est prise en charge par le coaching. Il travaille sur les émotions, sur leur vision. Et c'est pour ça, à tort, beaucoup disent que les coachs sont des vendeurs du rêve. Parce que, dans le temps, on ne croyait pas qu'on peut former des joueurs sans le terrain. Les enfermer juste dans une salle. Mais la grande surprise, c'était quand le championnat a eu lieu et les joueurs de Timothée Galloway ont été vainqueurs. Et désormais, ses collègues, ses confrères ont adopté cette méthode pour l'allier à celle qui se pratiquait sur le terrain. Pour dire simplement que le coaching a pris tous ces états. Et même quand nous venons au Bénin, beaucoup pensent à tort que le coaching est né, voilà un nouveau métier qui est venu, tout le monde devient coach. Ah non, ce n'est pas vrai. Nous avons des coachs dans notre pays, mais qui ne se sont jamais fait appeler coach. Vous prenez le doyen Jérôme Carlos, qui, promoteur, en tout cas, CAP FM qu'on connaît, Centre africain de la pensée positive. Bon, directeur, pas promoteur. Directeur. Alors, bon, sinon je dis cofondateur. Ok, en raison à M. Thomas Boya, donc copromoteur. CAP, c'est d'abord Centre africain de la pensée positive. Et quand vous prenez les chroniques de M. Jérôme Carlos, ça parlait de la conscience, ça parlait de l'homme nouveau, ça parlait du bien-être. Vous prenez M. Emmanuel Guidigui, paix à son âme. Quand vous prenez ces travaux, ces recherches, c'était du coaching. Donc voilà des personnes qui faisaient du coaching sans pour autant dire qu'ils étaient coachés. Même parmi les professeurs, nous avons des enseignants qui avaient l'art de nous booster, de nous remonter le moral. Ce sont des coachs, mais qui ne faisaient pas appeler pour autant coach. Donc aujourd'hui, le coaching a pris simplement une dimension professionnelle, la dimension de métier. Et c'est pour ça, l'argument est souple pour dire, on a eu des coachs qui ne se sont pas fait former dans un aspect formel du coaching. Certains diront, je fais du coaching sans me rendre compte que je fais du coaching. Des gens vous diront que le meilleur coach dans la vie, c'est leur papa. Parce que il a été le plus grand motivateur. Mais pourtant, il n'a pas fait une école, mais une formation de coaching. Pourtant, c'est un coach. Vous prenez donc la dimension informelle qui commence par s'aligner à la dimension formelle. Et c'est pour ça que le métier de coach a pris une dimension, je dirais, formelle, une dimension un peu généraliste, où on dit je suis coach professionnel certifié. Je vous avais dit qu'il avait fait un travail scientifique. Alors, monsieur Akwete, je vais vous poser maintenant ma question. Quand est-ce que les gens font concrètement recours au coaching? Alors, merci beaucoup. D'abord, les gens attendent quand le besoin se fait d'abord sentir.
C'est en ce moment qu'il cherche maintenant à se faire coacher. Or, l'ordre normal des choses, vous allez voir que il y a les coachs en communication. Prendre la parole même en public, c'est que nécessite un coaching. Vous allez voir que les présidents, lorsqu'ils sont élus, dans tout ce qu'ils font, ils reçoivent des coachs dans chaque domaine. Généralement, on les appelle des conseillers. Or, en réalité, c'est des spécialistes du domaine pour leur montrer comment il faut prendre la parole, comment même il faut s'habiller en tant que président. Ça s'enseigne. Lorsque vous regardez par exemple Barack Obama, il a toujours ses manches retroussées. Quand vous regardez Donald Trump, il est toujours en cravate rouge. C'est quoi? C'est un spécial du coaching qui leur a dit, oui, voilà votre désormais en tant président, c'est que voilà désormais votre style. Et donc, lorsque vous sentez le besoin, alors vous devez vous faire coacher. Lorsque vous êtes en une phase de transition, lorsque vous voulez démarrer une activité, vous devez vous faire coacher. Lorsque vous voulez démarrer une carrière, on doit vous faire coacher pour que vous soyez non seulement un pratiquant du domaine, mais vous soyez excellent du domaine. Parce que le coaching réveille en vous vos potentialités que vous-même, vous n'avez pas idée à travers l'outil de coaching. Lorsqu'on utilise l'outil de coaching sur vous, vous-même, vous découvrez que vous êtes même au-delà de vos potentialités, au-delà de vos capacités intrinsèques à vous. Et donc, chaque personne, lorsqu'ils se sentent dans le besoin ou peut-être c'est pas quitter d'un environnement à un autre de façon professionnelle ou vouloir peut-être te lancer dans l'entrepreneuriat bien à une entreprise, a besoin de se faire coacher. Lorsque je suis à la tête de la gestion d'une équipe, alors j'ai besoin de me faire coacher. Lorsque c'est pour le management d'une équipe, obligatoirement, c'est quand on a besoin de faire coacher. Et donc, lorsque je veux devenir un maître de mon domaine, lorsque je veux devenir excellent de mon domaine, alors j'ai besoin en ce moment de se faire coacher. Parce que le coaching va au-delà du simple fait de faire le travail, mais relève comme je le dis, les potentialités de l'être humain qui fait toute la différence. Et donc, lorsque le besoin se fait sentir, c'est que nous devons nous devons nous faire coacher. Et d'ailleurs, normalement, nous ne devons pas attendre d'abord. Dans le processus de la réussite, c'est que quoi? Nous devons avoir un coach pour nous accompagner. C'est ce que je peux dire. D'accord. Donc, il faut l'expression déjà du besoin. Et c'est sur ce besoin-là que vous avez obligation de moins. C'est ça, coach Vira? Oui, parce que vous savez, le coaching dans sa définition a plusieurs angles. Vous avez la définition du coaching suivant la démarche, la définition du coaching suivant le processus, la définition du coaching suivant la méthodologie, la définition du coaching suivant le critère. Et lorsque vous prenez la définition du coaching dans l'angle du critère, cela part d'abord du problème. Mais ce problème peut être inconscient. Et là, on parle de la recommandation. Parce que le demandeur du coaching peut ne pas être le bénéficiaire du coaching. Je prends un exemple. Dans le cas des coachings scolaires, le demandeur du coaching, c'est généralement le parent. Mais le bénéficiaire, c'est l'élève. Vous prenez les coachings conjugaux. C'est peut-être le mari qui demande une prestation, une mission de coaching pour sa femme. Et là, le demandeur n'est pas le bénéficiaire. Donc, c'est parce qu'il y a un problème. Mais la femme en elle-même ne voit pas a priori le problème. Donc, dans son état inconscient. Donc, il y a ceux qui sont demandeurs dans un état conscient parce qu'ils voient que le problème est là. Mais il y a les autres qui sont dans un état inconscient et il faut peut-être leur entourage ou peut-être le chef d'entreprise. Vous allez dans les entreprises. Et ceux qui sont spécialisés dans le coaching d'entreprise ne me diront pas le contraire. Ou c'est le chef d'entreprise qui demande un coaching pour tel collaborateur. Parce qu'il voit peut-être qu'il est bien, il a du potentiel, mais il a un petit frein. Et lorsque vous prenez David Asseron, puisqu'il paraît qu'on dit, ah, mais les coachs sont des vendeurs d'illusions. Moi, je vais profiter de votre plateau pour régler beaucoup de choses. J'ai commencé par régler. À travers la genèse, mon ouvrage, La science du coaching, que voici, pour dire, quand tu te prends quelqu'un dessus, qu'on dit, ah, mais est-ce qu'il y a un document? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un support concret sur lequel vous vous basez pour devenir coach? Attention, le coach se met l'individu au centre de l'analyse. Et quand vous prenez Barack Obama, puisque nous allons souvent prendre des exemples sur les Occidentaux, David Asseron, qui était le coach de Barack Obama, avait fait un travail magnifique en 2011. Vous savez, lorsque Barack Obama voulait répliquer à des propos peu admirables de son challenger, il voulait aller dans un État des États-Unis.
Et son coach lui dit, si tu vas répliquer, est-ce que tu auras la voix des ressortissants de cette localité? Il dit, mais au moins je vais répliquer. Le coach lui repose la question. Ton challenger est de cette région. Ça veut dire que tu viens insulter ou bien tu viens diminuer ou bien humilier leur fille. Voilà. Penses-tu avoir leur voix? Lorsque même si ma fille a tort, je vois que tu viens de l'humilier, tu viens de tenir des propos un peu désobligeants à son égard, la réponse est bien attendue, non. Quoi qu'on dise, ma fille c'est ma fille, absolument. Mon parent c'est mon parent. Ça veut dire que le coach n'a pas dit à Barack Obama de changer de version, mais par effet de questionnement, il vient de l'amener à se changer, à revoir sa lettre. Vous prenez même la Bible. Lorsqu'on demandait à Jésus, est-ce qu'il faut payer les impôts? Les impôts, oui. Qu'est-ce qui a été écrit? Rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu. Lorsqu'on lui a mis la prostituée, quelqu'un t'a tapé ou bien quelqu'un t'a infligé, que celui qui n'a jamais péché me lance la première fait. Le coaching, ça répond plus au questionnement. Ça veut dire que le coach n'est pas un magicien. Le coach n'est pas un gourou. Le coach, c'est simplement quelqu'un que vous allez voir et qui apporte la torche qu'il faut dans votre vie pour que vous voyez vous-même ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça que le coach ne doit pas être confondu avec le psychologue, avec le consultant. Un coach n'est pas un consultant. Le consultant, c'est celui qui a une maîtrise dans son domaine. C'est celui qui est expert. Et à partir de ce moment, vous allez le voir pour qu'il vous donne des conseils. Ça, c'est le consultant. L'enseignant fait juste un transfert de connaissances parce qu'il a appris, il a son programme, il fait le transfert. Ça, c'est l'enseignant. Le coach n'est pas un mentor. Et c'est pour ça, quand vous êtes coach, de surcroît jeune, je suis souvent confondu à cette question, on dit vous êtes jeune. Vous savez, vous êtes sûr que vous avez de l'expérience qu'il faut pour coacher quelqu'un. Surtout si la personne est plus âgée que vous. On va vous demander, vous êtes de quelle année pour pouvoir coacher. Je vais vous donner, en 2017, j'étais au centre Don Bosco pour une séance de coaching sur invitation d'une organisation. Et vous savez, au parcours CDA le Nord, on dit les jeunes. Mais j'ai été surpris de voir que les jeunes dont on me parlait ne sont pas pour autant des jeunes. J'avais vu des gens qui ont l'âge de mon père en griffe. Donc quand je suis rentré, je m'attendais à voir des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans. Mais j'ai vu des personnes de 50, de 45, de 50. Bref. Et quelqu'un se lève et dit, je peux connaître votre âge? Et ma réponse a été simple. Je dis, vous êtes venu pour une séance de coaching. Souffrez que je développe. Là, nous étions à la phase des présentations. Je me suis présenté, mais il dit, vous n'avez pas dit votre âge. Donc, il m'interpellait pour dire, dans votre présentation, dites-nous votre âge. Je dis, la connaissance ne se mesure pas à l'aune de l'âge. À 12 ans, Jésus parlait au sage au temple, dans la synagogue. Dans la synagogue, à 12 ans. Mais pourtant, personne ne lui a dit, on dit, mais il a la sagesse qu'il faut. Le coach, quand vous êtes jeune, de surcroît, le coach n'est pas un mentor. Le mentor, c'est celui qui a déjà ce que vous recherchez. C'est celui qui a déjà fait des exploits. Et vous, suivant au regard de ce qu'il a eu comme résultat, vous dites, il a déjà ce que je recherche. Je l'adopte comme mon mentor. Donc, il vous dit les méthodes, les voies qu'il a empruntées pour avoir ce que vous voyez aujourd'hui comme richesse, comme carrière. Ça, c'est le mentor. Mais à l'opposé du coach, qui est un technicien de l'être humain, qui est un technicien de l'être intérieur, qui vous amène juste la torche qu'il faut pour que vous voyez dans votre tréfonds ce qui est caché. Ce que vous-même, vous ne voyez jamais. Peut-être parce que les situations de la vie vous envahissent. Peut-être parce que vous êtes tellement distrait. Peut-être parce que vos sens sont tellement introvertis. Nous devons avoir l'œil de l'écoute de soi. Et quand vous ne l'avez pas, le coach est là pour attirer votre attention là-dessus. Et lorsque nous irons plus loin dans les méthodes, dans les étapes du coaching, vous allez voir que une séance de coaching commence toujours par une exploration. Où le coach est là, où le coach est là et pose des questions. Celui qui pense qu'il a un problème de trahison, mes partenaires ne sont pas fidèles à moi, je trouve quelqu'un 2 mois, 3 mois, finalement on ne fait pas, on fait long feu. Elle vient vous voir pour poser un problème de non-stabilité sentimentale. Mais il sera surpris à la fin du coaching de voir qu'en réalité, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est peut-être son saut d'humeur. Donc, au lieu de travailler sur la stabilité sentimentale, qui est la raison principale pour laquelle elle est venue vous voir,
vous l'amenez à comprendre que son problème, c'est d'abord un problème de maîtrise de soi. Donc, le coaching change d'objet. Et c'est ce que le coach fait. Vous venez, ce que vous pensez être le problème, votre poids ne peut ne pas l'être. Donc, le coach vous aide à faire cette chirurgie. Le coach vous aide à faire cette thérapie qui va vous permettre à terme de mieux vous retrouver. Je vais plus loin. Vous prenez la deuxième étape, après la focalisation, après l'exploration. Lorsque vous finissez par faire la focalisation, c'est quoi? Je fais l'exploration, je pose toutes les questions, mais enfin, j'ai fini par repérer le vrai problème de la personne. C'est la focalisation. Donc, à partir de cet instant, je sais sur quoi opérer en tant que coach. Je sais sur quoi interagir en tant que coach pour que, de facto, ce que l'intéressé pensait être un problème puisse être réglé. Celui qui vous dit, par exemple, que mon chef crie sur moi tout le temps. Je veux, comment faire pour que mon employé ne crie plus sur moi? Oui. Le vrai problème peut être son incapacité à mieux défendre ses décidés. Donc, au lieu de travailler sur le management, travaille plutôt sur l'oratoire. Voyez-vous? Donc, la focalisation vient de là. Mais lorsque vous faites la focalisation et vous connaissez maintenant le problème à la phase de la focalisation, après l'exploration, bien sûr, il faut aller à la troisième étape. La troisième étape qui est simplement celle des projections, les pistes de solutions. Mais quand vous lancez les pistes de solutions comme ça, et le distinguo entre coach et consultant commence par là, vous devez faire tout possible pour que le coaché s'associe à la méthode. Sinon, il dira que c'est le coach qui m'a dit. Et lorsque des expressions comme ça commencent par sortir, vous êtes un mauvais coach. Parce qu'un coach ne doit jamais dire, c'est mon coach qui m'a dit de faire. Le coach m'a amené à comprendre que, que ça devient votre solution. Et ils arrivent tous à le dire comme ça? Ça dépend de l'école de laquelle vous venez. Moi, je viens d'une école où on m'a enseigné la déontologie. Et aujourd'hui, au Bénin, j'occupe une responsabilité déontologique au sein de l'association béninoise des professionnels du coaching. Ce qui fait que je veille à la déontologie du coaching, en tout cas pour ceux qui sont dans notre organisation, l'ABPRO. Alors, ce que je voulais dire pour m'en arrêter là, la motivation. Le coach n'est pas un babysitter. Le coach n'est pas derrière le coaché tout le temps. Le coach donne au coaché une certaine autonomie. À la différence de la supervision. Un coach n'est pas un superviseur. Parce que la supervision, c'est celui qui vous note, c'est celui qui vous suit. Ah, tu as déjà fait, mais quand l'étape de la motivation est bien faite, il sait que c'est le remède qu'il faut. Vous n'avez plus besoin d'être derrière lui en tant que coach. Vous lui donnez une certaine autonomie. Et lorsque la motivation y est, il faut maintenant planifier. Si vous ne planifiez pas, vous allez voir, j'ai tellement suivi de conférences dans ma vie, mais je n'ai pas eu de résultats. J'ai fait avec tellement de coachs, mais je n'ai pas eu de résultats. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la discipline, parce qu'il n'y a pas eu la planification, parce qu'il n'y a pas eu la programmation. Et il faut maintenant l'action. L'action qui doit être ordonnée de façon chronologique. Il faut suivre les étapes pour ne pas être pressé. Et enfin, l'évaluation. Donc, voilà les étapes du coaching. Et vous suivez tous ces étapes-là, monsieur Akwete? Oui. C'est dans l'ordre, au détail comme ça? Bon, ça dépend. Parce que, quant à moi, c'est compte tenu de l'individu. Quand vous commencez le questionnement, alors vous détectez rapidement le besoin de l'individu qui est devant vous. Et là, rapidement, ça vous oriente à pouvoir vraiment le coacher. Et donc, moi, quant à moi, personnellement, je ne sais pas toutes les fois que je suis toutes ces étapes et aussi dans l'ordre. C'est que, mais la première étape, elle est très importante. Commencez par coacher, parce que c'est l'outil du coaching en fait. Vous devez commencer par poser des questions à l'intéressé au coaché, ce qui est devant vous, afin de repérer. Et parce que le coach ne se jette pas sur la problématique que l'individu a amenée. Ah, j'ai tel problème. Le coach ne se jette pas à commencer par parler de ça. Mais le coach, à travers les questionnements, arrive à repérer d'où vient ce problème, d'où est-ce que le problème se trouve. Et puis, voilà, c'est après cela maintenant que le truc commence pas apporter maintenant ce qu'il faut, pas motiver l'élément à comprendre que réellement, ce n'était pas son problème, mais voilà le problème qu'il a. Et bon, voilà, lorsque je détecte le problème que j'ai, vous voyez un peu. Donc, c'est toi. Le coach amène l'individu à d'abord comprendre le réel problème qu'il a. Et lorsqu'il il comprend le réel problème qu'il a, maintenant le coach le motive à dire, oui, tu as tel problème, mais c'est résolvable. Voilà comment c'est que nous allons travailler là-dessus. Et puis l'intéressé
tranquille, seul. Lorsque le coach arrive à bien faire ce travail, l'interlocuteur seul chez lui commence déjà pas à réfléchir. Et laissez-moi vous dire, quand vous commencez pas à réfléchir, la solution, elle vient toujours. Quand vous êtes connecté à ce à quoi vous pensez et vous réfléchissez, vous trouvez la solution. Donc, lorsque le coach arrive à détecter le problème et l'intéressé prend conscience de ce problème qu'il a, lui-même il commence pas à réfléchir et il commence pas à se trouver des alternatives. Et le coach vient peut-être pour lui l'orienter à l'amener à avoir des résultats concrètement. Donc voilà un peu ce que j'ai bien envie qu'on fasse un exercice. Bon, je vous pose un problème et je vais voir sur quelle base vous allez. Bon, rassure-moi que mes honoraires sont sur la table. Il faudrait bien des exemples pour qu'on touche du doigt un peu tout ce que nous disons, parce qu'on a été assez prolixe sur le sujet. C'est l'objectif, expliquer ce que vous faites concrètement, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur votre travail. Hein. On ne croit pas trop. C'est tout comme si c'est un métier des désœuvrés qui n'ont rien à faire. Excusez, hein. Non, c'est normal. Excuses, non, je respecte vos... Non, c'est vu que je ne dis que ce que les gens pensent en réalité quand on dit que telle personne est... C'est normal que les gens pensent dans ce sens, parce que aujourd'hui tu lis 2-3 livres et puis voilà, ils deviennent coachs. Lorsqu'on voit l'affluence de ce qui fait, vous savez, ce qui devient beaucoup, il y a de questionnements autour. Mais ce qui est rare, c'est qu'on a on considère beaucoup plus cette chose. Et donc, vu que beaucoup commencent par se donner coach, alors les gens commencent pas à se poser de questions sur la chose. Et effectivement, quand on se rapproche des quelques-uns, on ne sent pas réellement le travail au fond. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a ces polémiques-là. Donc, c'est normal. Moi, nous ne pouvons pas refuser ça. Et donc, c'est ceux qui sont dans le coaching, ceux qui sont des coachs, qui doivent savoir que, en réalité, je ne dois pas m'arrêter seulement sur ce que j'ai appris, mais je dois aussi faire des expériences. Je dois aussi aller dans la profondeur afin d'amener les uns et les autres à avoir le résultat. Donc, c'est ceux qui sont dans le domaine qui doivent se prendre au sérieux, sinon c'est normal. Voilà. Vous savez, quand vous dites ça, il faut dire simplement que nous sommes des coachs. Et ce que nous donnons, nous disons aux gens, c'est nous qui orientons pour dire, faites ce que vous avez à faire. Et ceux qui connaissent la valeur de votre travail vont le célébrer avec vous. Nous sommes heureux aujourd'hui que l'archidiocèse de Cotonou, pour ne donner que cet exemple, adopte des coachs, un programme de recrutement des coachs. Moi, je suis coach accrédité auprès de l'archidiocèse de Cotonou. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes jeune, chrétien ou non chrétien, et vous avez un entretien, l'aumônerie des jeunes de l'archidiocèse de Cotonou met à votre disposition des coachs pour vous aider à préparer cet entretien. Vous voulez préparer, rédiger votre CV. Vous adressez à l'aumônerie, il y a une base de données dont il fait partie. On va détacher un coach à votre disposition, vous allez avoir des rendez-vous. On a même notre bureau, un espace bien convenable, bien indiqué pour cet exercice. La formation s'impose. Vous savez, lorsque ce dossier, cet appel devrait être lancé, on voulait un certain nombre de coachs avec un diplôme bien formel, notamment un master en management. On pense que le système universitaire ne prévoit pas le coaching. C'est vrai, dans le mot coaching, même il n'y a pas une filière à l'université qu'on appelle coaching. Mais pour le moment, nous travaillons pour que tout ça soit inséré. Mais pour le moment, ce n'est pas pour autant vide. La place n'est pas pour autant laissée. Il y a le management des organisations. Moi, j'ai mon master en management des organisations. À partir de cet instant, pour constituer des dossiers formellement auprès des organisations nationales qu'internationales, j'ai un parchemin, à part mes 2 certificats dont je viens de parler, mais ça prouve, ça donne un cachet, un peu de l'autorité ministérielle. Donc, quand les gens disent, est-ce que le ministère connaît votre formation? Bien sûr. Le master, c'est le ministère qui délivre. Donc, à partir des interrogations sur comment vous devenez coach, est-ce que ce n'est pas un métier, on se lève un matin? Non. Mais je ne dénonce pas pour autant le phénomène, parce que nous n'avons pas beaucoup de coachs au Bénin. Quand les gens disent qu'il y a des coachs qui pullulent dans toutes les rues, attention, non, pas beaucoup de coachs au Bénin. Parce que l'idéal, c'est que chaque citoyen ait son coach. Hein? L'idéal, chaque citoyen un coach. Le coach même a son coach. Le coach a un citoyen, non? Oui, mais je viens de le dire à l'instant même. Le coach même a un coach. Moi qui suis ici, j'ai des superviseurs. Si bien qu'avant de venir sur votre plateau, j'ai alerté mes superviseurs. C'est sûr qu'à la fin, peut-être,
pour dire simplement que nous n'avançons pas en vase clos, dans un ciel ouvert où on vient sur les plateaux, faire ce qu'on veut. Non, il y a la déontologie. Je suis heureux de constater la présence de mon confrère Jean-Christ Amoussou, qui sait un peu ce travail que nous faisons sur la déontologie. Oui, lui, il va l'aborder en deuxième temps. Il continue, c'est juste pour rappeler. Pour que chacun fasse juste ce qu'il doit faire pour le respect du coaching. Mais je dis simplement, on n'a pas encore beaucoup de coachs au Bénin. Chaque citoyen, un coach. Mais nous voyons des motivations saines, des personnes qui nourrissent une passion pour le coaching. Et l'invite, c'est que ces derniers viennent simplement se faire former. Pour parler de coaching, pas dans une forme de comment vaincre la peur, comment devenir courageux, comment être persévérant. Non, mais dans un langage professionnel, dans un langage structuré, pour qu'on ne mélange pas les pédales comme on le voit. Et c'est justement parce que certains mélangent les pédales qu'on dit que ce sont des coachs de l'à peu près, ce sont des coachs amateurs. Ben, vous avez dit que c'est le besoin de la société, non, du Bénin. Comment vaincre la peur? Comment éviter la dépression? Comment éviter la dépression, mais sur une base professionnelle. Puisqu'il y a le discours, vous prenez la PNL. Vous prenez la PNL. Ce sont des outils techniques du coaching pour apprendre comment vaincre la peur à quelqu'un. Vous prenez la loi de Pareto. Ce sont des outils professionnels du coaching. Vous prenez le jardin érectionnien. Ce sont des outils professionnels du coaching. Donc, comment vaincre la peur? Oui, mais avec des astuces ou bien dans un langage professionnel. Et des outils qu'on peut justifier. Et non se baser sur des ramassis de livres. Encore que quand on dit ramassis de livres, il y a du vrai dans les livres. D'abord, ce sont des données techniques. Ce sont des données sur lesquelles on peut se baser. Mais il faut que le coach s'en approprie. Vous voyez des coachs, et comme vous le dit mon cher ami, le coach doit être celui-là qui a atteint le niveau de ce qu'il veut enseigner. On se comprend. Donc, quand le coach a du trac, a du stress, alors que c'est lui qui veut apprendre aux autres comment parler en public, ça pose un petit problème. Une certaine incohérence, un certain anachronisme. D'où le coach doit s'évertuer à pratiquer son métier avec une certaine déontologie, un certain professionnalisme et des langages professionnels. Il y a des langages professionnels en coaching. Oui. Monsieur à côté, vous avez la parole. Vous voulez parler? Non, je voulais juste dire, en fait, c'est parce que, en réalité, nous avons besoin de coaching effectivement en Afrique pour pouvoir changer la mentalité et amener les uns les autres à leur plus haute potentialité, à leur plus haute performance. C'est la raison pour laquelle, voilà, il y a beaucoup de coachs qui sont sollicités. Parce que lorsque la personne met comment vaincre la confiance et comment avoir confiance en soi, d'accord, voilà, il a beaucoup de j'aime parce que beaucoup, c'est que sont dans le cas. Vous voyez un peu, en fait, c'est le besoin y est, le besoin y est, le besoin y est. Oui, c'est la confiance en soi et aussi oser l'entrepreneuriat. Voilà. Ce sont nos deux défis, je pense. Le besoin y est. Donc, vu que le besoin y est, lorsque la personne met juste la phrase, bon, ils ont aimé, bon, lui-même, bon, voilà, il a eu beaucoup de j'aime. Alors, il s'est dit, je suis coach et en ceci, en cela, parce que les gens ont aimé. Mais lui-même ne dispose pas les outils nécessaires, les outils techniques et professionnels pour pouvoir exercer ce métier de coaching. C'est toute la différence. Et donc, à tous ceux-là, il faut qu'ils comme on le disait, le coaching, c'est une carrière. C'est un métier. Aujourd'hui, c'est devenu un métier qui a des règles, des normes qu'il faut respecter. Et donc, pour ce faire, c'est qu'il faut qu'on aille en formation pour aller apprendre de façon professionnelle comment exercer ce métier. Vous savez, tout domaine, tout métier, il faut une formation. Lorsque pour devenir mécanicien, menuisier, tout ce qu'on avocat, docteur, c'est qu'il faut aller se faire former pour avoir les outils techniques. Sinon, bon, moi-même, si c'est sans ça, je connais un peu quelques noms que j'ai fait au collège en matière de SVT. Je peux commencer pour dire que je suis docteur, mais ce n'est pas le cas. Il faut que j'aille me faire former d'abord. Sinon, je vais tuer des vies. Sinon, je vais mal faire le travail. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Donc, il faut que les uns les autres aillent en formation. Parce que ce qui est sûr, le besoin y est. Ce sont les métiers. Moi, je dis même que le coaching, c'est un métier qui est en pleine extension. C'est maintenant. Ça a commencé. Enfin, donc, les années à venir, il y aura encore plus de demandes. Il y aura plus de demandes les années à venir. Donc, il peut se faire former. Ça, ce n'est pas un crime. Il peut se faire former et puis mieux exercer le métier de façon professionnelle. Là, il y aura moins de rumeurs autour. D'accord. Alors, puisqu'on doit changer de plateau, on va poser 2 questions avant de vous libérer, surtout vous, coach Vira, parce que vous avez d'autres obligations. Comment évaluez-vous votre travail quand vous faites du coaching sur une personne? Comment vous évaluez ça? Parce que dans les étapes, vous allez parler d'évaluation à la fin. Comment vous évaluez cela? C'est simplement pas le résultat. L'évaluation, c'est pas le résultat. Vous savez, il peut arriver que
C'est pour ça que je voulais qu'on fasse un exercice pour que je vois si on aura le résultat en même temps. Mais c'est pas en même temps. Là, si on fait ça, l'espèce, on dit que voilà, des coachs magiques. Voilà, parce que le résultat, c'est dans le temps. Non, vous n'avez pas de magicien. Ah, d'accord, mais quelqu'un le disait tout à l'heure. Donc, impossible d'avoir un résultat aujourd'hui. Ok. Non, ça dépend, ça dépend aussi du problème. Du problème. Ok, allez-y. Allez, oui. Vous savez, l'évaluation, c'est savoir si le problème retenu dans l'étape de la focalisation a été tranché à la fin. C'est l'indicateur. Est-ce que le problème a été résolu? Si dans la focalisation, vous avez retenu que le problème, c'est une difficulté d'expression, est-ce qu'à la fin, votre cocher est en mesure de bien s'exprimer? Et moi, généralement, je vais vous surprendre peut-être, mais quand je fais du coaching, par exemple, en oratoire, à la fin, j'évalue et au-delà, j'envoie mes apprenants, parfois je les recommande dans les médias. Et d'abord, quand vous les recommandez, et eux, ils ont peur. Ils disent, ah coach, non, je ne suis pas encore prêt. Ça veut simplement dire que votre travail n'a pas encore porté ses fruits. Ou soit ça a porté ses fruits, mais il faut gérer maintenant un autre problème qui est la gestion du stress, la gestion de la peur. Techniquement, il est bien, mais pourtant, il y a une petite peur qui continue d'envelopper encore cette capacité qu'il a. Donc, c'est l'évaluation. Vous prenez le management, et je parlais du coaching de stratégie. Le directeur qui, à un moment donné, crie sur tout le monde, sur tous ses collaborateurs. Et finalement, il n'a pas la notion du complément. Il n'a pas la notion du complément. Lorsqu'il n'a pas la notion du complément, le travail est dans son entreprise juste en tant que salarié et non en tant que membre actif de cette entreprise parce qu'il n'a pas su développer ce que nous appelons en coaching le sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qui va se passer? Vous faites un travail de coaching stratégique, de leadership avec cet employeur. À la fin, vous allez voir, vous irez vous renseigner, faire une petite enquête. Mais votre chef, comment vous le voyez ces derniers temps? Mais depuis 2 semaines, notre chef, il a changé. Hein? Bon, on espère qu'il va rester comme ça jusqu'à la fin. Vraiment, il parle bien aux gens. Donc, ce sont des astuces pratiques par lesquelles vous évaluez si votre travail porte ses fruits. Oui, c'est la même question. Oui, sur la même question. L'évaluation. L'évaluation, non. C'est juste à travers les résultats, les retours que vous avez du travail que vous venez d'effectuer. C'est ça qui vous permet d'évaluer et on peut l'évaluer à plusieurs niveaux. La personne peut commencer par avoir confiance en lui, mais continue toujours par avoir de stress. Et le stress se démontre parce que, vous savez, le stress, c'est quelque chose de naturel. Donc, ça arrive à tout le monde. Mais lorsque ça se démontre réellement dans les faits, c'est qu'il faut encore notre travail qu'il faut faire. Et donc, vous suivez l'individu et vous avez les retours que vous avez permettent d'évaluer la qualité du travail que vous avez effectué. Il vous arrive de ne pas réussir? Oui, c'est possible. Oui, il arrive. Vous commencez à hésiter. Il m'est arrivé. Je suis en train de voir si déjà... on échoue quand même, mais je suis en train de voir. Ça, c'est... Dans tout domaine, vous devez avoir des faiblesses, ça c'est clair. Il arrive d'échouer. Mais lorsque j'ai commencé, je suis en train de voir mes cas, quoi. Si je voulais déjà identifier... Non, mais l'échec, c'est généralement dans 2 cas. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'indice d'enseignabilité. Lorsque vous avez sous la main, ou vous êtes en collaboration dans une mission de coaching avec un cocher qui n'est pas enseignable, qui n'est pas coachable. Ah, il y en a comme ça? Ah oui. Oui. Il y a des coachers qui ne sont pas enseignables, qui ne sont pas coachables. Et deuxième critère, des personnes qui ne sont pas prêtes d'accepter le changement. Parce que lorsque la métamorphose commence par venir, vous prenez un chef qui se plaisait bien à crier sur les gens. Si votre travail de coaching a commencé à être plus aimable, rapidement, un matin, vous appelez pour dire, coach, je ne commence pas à être trop facile dans l'entreprise. Les gens ne commencent pas à trop rire avec moi. Non? Vous voyez que sur ces temps, le résultat commence pas à naître. Mais il ne supporte pas ce changement. Il ne veut pas être dans une posture aimable. Il ne veut pas que quand il vient le matin, qu'on le salue avec le sourire. Il veut que tout le monde soit stressé autour de lui. Quand on le voit, qu'on tremble. C'est à ça que lui, il estime qu'il exerce son autorité. Donc, dans ce cas, il y a un reniement du résultat. Le résultat est là, mais le cocher refuse de se l'accepter. Mais là, ce n'est pas pour autant un échec. Il faut juste identifier un autre problème de coaching, notamment le problème de personnalité. Et deux choses que moi, je voudrais ajouter également, c'est que quoi? C'est ça le dur là-bas du coach. En réalité, ce qui est sûr, la personne ne peut jamais avoir un indice d'enseignabilité 0.
On est d'accord. Et déjà, s'il a même un petit indice, c'est que le coach doit l'amener aussi à comprendre les choses dans ce angle-là. Et c'est en cela peut-être, c'est un peu difficile et c'est un peu, ça prend aussi parfois du temps. Parce que vous devez amener quand même la personne est venue avec vous devez l'amener à travers, c'est pourquoi c'est un travail, c'est un métier. Il faut se faire former. L'amener à comprendre qu'en réalité, toi, me regarde, lorsque tu refais le changement, est-ce que cette vie te plaît? Est-ce que ces résultats te plaisent? Si ça te plaît là, c'est que ce n'est pas que le coach qui a échoué, mais l'individu a accepté. Mais si tu viens vers moi et je dis, ok, c'est parce que toi-même, tu as senti, c'est pourquoi on dit, celui qui peut se faire coacher, c'est celui qui sent le besoin. Oui. Donc, si tu viens vers moi avec le problème, tu as senti, alors c'est que voilà. Donc, si dans ce cas, il refuse de changer, c'est que, en réalité, lui-même, je peux encore le problème. Est-ce que cette vie ou bien ces résultats te plaisent? Si c'est non, alors c'est que tu dois accepter le changement. C'est vrai, l'échec fait partie intégrante de la réussite, comme je le dis. On échoue. Mais voilà, c'est un grand travail. Oui, puisque nous avons des invités qui nous attendent pour le second plateau. Vous avez toute la journée parce que lui, il est à Fleurieu. Oui, vous avez toute la journée. Oui. Bon, pas toute la journée, enfin, jusqu'à la fin de cette émission. Ok, donc vous restez là. Et coach Jean-Christ Amonsoué ainsi que Habib Rodonou, qui lui est recruteur, vont nous rejoindre tout à l'heure. Mais avant de vous laisser, coach Vira, je veux vous demander si vous avez réglé tous vos problèmes. Parce que vous avez dit que vous ne voulez pas profiter de l'émission pour régler tout. Non, on ne peut pas. Vous savez, aujourd'hui, quand je suis devant quelqu'un qui me parle en des termes peu élégants du coaching, je le renvoie uniquement à cet ouvrage, La scène du coaching, qui présente l'historique, la pratique et les fondamentaux du coaching. Lorsque tu finis de lire cet ouvrage, viens me poser des questions sur le coaching et on pourra discuter. D'accord, c'est noté. Allez, on va écouter la Vox Populi réalisée par Eric Zenkeneou est revenu pour cette fois-ci parler de la déontologie du coaching et également, bien évidemment, comment ou qui peut être coach. Allez, à tout de suite. Le coaching, je pense, c'est déjà la capacité d'un homme à conseiller, à donner des directives et à amener quelqu'un à se surpasser, à donner le meilleur de lui-même et à faire les choses un peu différemment pour atteindre un objectif donné. Je ne dirais pas une fois. La vie, c'est un coaching permanent. J'ai eu plusieurs coachs dans ma vie. Déjà, à partir de la maison, mon père déjà était le meilleur coach que moi j'ai eu. Je ne vais pas faire un affront à mes différents coachs sportifs et à mes éducateurs, à mes enseignants, parce que je les appelle aussi des coachs. Les enseignants sont également des coachs. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est mon père, mon géniteur. C'est lui qui a fait de moi aujourd'hui l'homme que je suis et je pense que le meilleur coach de développement personnel au monde ne pourra jamais l'égaler. Je suis né dans un quartier précaire, dans un quartier où l'individu, l'enfant était stigmatisé, n'avait pas d'avenir. C'est-à-dire il était livré à lui-même, c'était la vraie jungle. Je vais taire le nom du quartier, mais c'est un quartier où vous ne voudrez pas envoyer votre chien. Mais il m'a permis quand même de garder la tête sur les épaules, d'exceller dans mes études et de devenir l'homme que je suis, le père que je suis aujourd'hui, et j'en suis vraiment fier. J'ai bien été coaché par quelqu'un. Avant, je traînais dans la rue, je ne faisais rien, mais il m'a conseillé de trouver un métier à apprendre. J'ai commencé, je suis très content, je suis heureux. Je me défends bien avec. À part mes parents et je dirais mes parents. Les conseils qu'ils m'ont donnés, c'est par rapport à l'éducation et généralement sur la vie, comment on doit se comporter pour ne pas rencontrer des difficultés demain. Et surtout en étant jeune, c'est pas tous les conseils qu'on suit ou bien qu'on met en pratique de nos parents. Puisqu'il y a certains conseils qu'on nous donne et on aimerait suivre ça et à un moment donné, on déraille quoi. Les conseils que j'ai reçus, que j'en profite aujourd'hui, est que d'être moi-même et d'être sérieux dans la vie, dans tous les domaines, dans tout ce que je vais entreprendre, et d'être sérieux
par rapport à ça? Oui, oui. J'ai eu pas mal de coachs. Donc, bon, je ne sais pas, c'est tout ce qui dit que je fais. C'est vrai, par moment, il faut aussi faire le truc là, faire le contraire pour voir ce que ça va donner. Mais bon, je suis quand même les conseils de mon coach, enfin de mes coachs. Bon, par exemple, moi, je suis un gardien de but. Et pour ce qui est de mes entraînements, lorsque le coach sort des exercices et me dit « Ok, voilà, tu fais ça », c'est des occasions qui viennent souvent dans les matchs. Et que je le pratique, c'est vrai. Lors des matchs, il y a ces occasions, il y a ces mêmes occasions-là qui viennent et que, ouais, vraiment, ça m'aide beaucoup. Je ne citerai pas des exemples, j'en ai coaché plusieurs. Des frères, des petits frères, des amis. J'en ai conseillé pas mal. Et je voudrais aussi être le meilleur coach possible pour ma progéniture. Un peu comme mon papa l'a été pour moi. Ce que j'ai coaché dans ma vie, je pense que j'ai tiré le meilleur parti d'eux. J'ai obtenu de très bons résultats avec eux. Je suis satisfait. Oh bon, de toute façon, pour le peu, ils m'ont rendu fier. Je coach pas mal de personnes, même actuellement, je ne sais pas. Voilà une équipe qui vient de partir, donc ils viendront. Il y a des gardiens parmi eux. Vous me verrez les coacher là tout de suite. J'obtiens toujours ces résultats-là au niveau de chaque gardien. Quand je prends quelqu'un, quand je l'entraîne, ça dit ce que je lui apprends, ça dit je trouve ça au moins dans un match. Il sort au moins un ou deux de mes techniques. Et là, je me dis, voilà, ça c'est appliqué. Allez, de retour sur ce plateau avec Jean-Christophe Amoussou, bonjour. Bonjour Angèle, comment allez-vous? Ah, moi je vais super bien et vous? Je vais très bien. Monsieur Rodon, bonjour. Bonjour Madame Keboula. Ça va ce matin? Formidable, bonjour à tous les téléspectateurs. Ils vous saluent, vous répondent par ma voix. Alors, nous avons une quarantaine de minutes pour continuer les échanges que nous avons démarrés avant vous. Monsieur Akwete est toujours avec nous, lui-même veut déjà partir, mais bon, on le garde jusqu'à 10h. Alors, Monsieur Amoussou. Oui, Madame Angèle. Votre prédécesseur qui était assis à votre place a démarré avec la genèse, avec Monsieur Akwete également. On a parlé de beaucoup de choses, mais il est revenu incessamment sur cette déontologie de votre profession, de votre métier. Oui. Alors, vous, c'est sur ça que vous allez réagir en premier temps. Allez-y. Ok. Merci beaucoup Angèle pour cette opportunité que vous me donnez pour m'exprimer sur le métier de coach. Avant de commencer, je suis Jean-Christophe Amoussou. À la base, je suis éco-hydrologue de formation, spécialiste de la qualité des eaux. Mais ma passion pour la ressource humaine m'a amené vraiment à aller dans le développement personnel, professionnel, le coaching et tout ça. Donc aujourd'hui, je dirige un cabinet de formation qu'on appelle Artemis Consulting, qui est un cabinet qui est également spécialisé dans le coaching professionnel. Et nous sommes en train de faire notre parcours. Et je crois que c'est vraiment une opportunité pour moi d'être ici parce que nous avons un partenariat avec David Pillon, qui est un coach de renom mondial, qui a mis en place une école de coaching international qu'on appelle la Masterclass Atelier du coach certifié en francophonie. C'est une école qui est basée au Canada, en France, en Côte d'Ivoire, et au Togo. Et puis avec nous au Bénin, nous travaillons depuis 2019 où nous formons des coachs. Nous avons déjà des promotions. Actuellement, il y a une autre promotion qui est en cours, qui va commencer sa formation en février prochain. Bon, je ferme ça. C'est important de le dire parce que ça plante le décor de cet échange. Donc, je reviens sur votre question. L'éthique du coach. L'éthique du coach, c'est une question très pertinente. L'éthique du coach, parce que c'est une question qui répond en même temps à la question du peuple. C'est quoi tous ces gars-là qui se lèvent, chacun me dit qu'il est coach, et puis dans toutes les rues, dans
sur tous les marchés. Il y a le coach de ceci, coach de cela. D'autres vont dire, mais comment coacher votre chien? Comment coacher votre chat? Comment coacher votre costume? Comment faire coaching de ceci, cela? Donc, il y a tellement de coaching aujourd'hui. Et donc, la question d'éthique va venir donc éclairer cette observation que certaines personnes font dans la société en ce qui concerne le coaching. Alors, il faut dire que, pourquoi on parle d'éthique? C'est parce que le coaching, c'est un métier, le métier de coach. Et dans tout métier, il y a l'éthique. Dans tout métier qui se respecte, il y a l'éthique. Donc, ce n'est pas seulement dans le coaching qu'on parle d'éthique. OK? Donc, si on parle d'éthique, c'est parce que le coaching est d'abord un métier. Okay. Mais c'est un métier un peu particulier parce que c'est un métier nouveau. C'est un métier nouveau. Pourquoi c'est nouveau? C'est nouveau parce que c'est un métier qui embrase aujourd'hui plusieurs secteurs, plusieurs domaines. Oui. Vous voyez, donc le professionnel, le familial, l'amoureux, le sentimental, le relationnel, ça s'étend sur plusieurs champs d'action. Mais quand on regarde un peu en arrière, on va voir que le mot coaching existait déjà depuis le temps, quand vous lisez un peu, vous fouillez un peu dans la littérature, depuis le temps de nos aïeux, ça existait. Coach Fira faisait cette jeunesse-là. Voilà, donc, mais pour être un peu plus proche de notre époque aujourd'hui, quand on dit coaching, on peut voir, il y a le mot coacher, coacher dedans, qui vient du français. Coacher quelqu'un, ça veut dire quoi? Un coacher, c'est quelqu'un... un coach, c'est quelqu'un qui conduit quelqu'un d'autre à une destination. Donc, la personne connaît sa destination et le coacher le conduit à sa destination. Ouais. Donc, l'éthique. Avant de parler de l'éthique, il est important de savoir, est-ce que ce métier est organisé dans notre pays? Parce qu'on ne peut pas parler d'éthique d'un métier si le métier n'est pas organisé. Ouais. Et je suis très content d'être ici parce que je fais partie de ceux qui font la promotion de ce métier-là et ceux qui en parlent et disent vraiment il faut qu'on s'organise. Et le coach Vieira qui vient de partir, on se connaît, on fait partie ensemble de la même association, ABPRO, Association béninoise des professionnels du coaching, donc qui est un cadre qui fait ce travail-là, qui est en train, on n'a pas encore évolué comme, en tout cas moi je pense, mais le travail est en cours quand même. Parce que c'est un nouveau métier, tout le monde ne sait pas de quoi s'agit-il. Et donc, il y a plusieurs écoles. Vous voyez, il y a plusieurs écoles. Avant de faire partie de l'association des professionnels du coach, moi j'ai fait une école. Le coach Vieira qui est parti a fait une école. Le coach qui est là, je ne sais pas le nom en tête, à côté a fait une école, ainsi de suite. Mais le problème crucial aujourd'hui, avant de parler d'éthique, parce que pour moi le plus important, ce n'est pas encore l'éthique, c'est comment on fait pour que tous les différents coachs qui ont fait différentes écoles, qu'on puisse se retrouver ensemble dans un creuset et qu'on réfléchisse ensemble pour mettre en place une démarche pour dire, quand on parle du coaching, voilà. Et bien entendu, cette démarche va se fonder sur les expériences que chacun a reçues, les formations que chacun a reçues, et qu'on réfléchisse, qu'on mette en place l'intelligence collective pour sortir quelque chose. Le coaching, pas encore vraiment organisé. Le coaching, oui, parce que quand je parle de métiers nouveaux, etc. Voilà, quand je parle d'ABPRO, par exemple, j'ai dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont dedans et qui sont venues de plusieurs écoles, vous voyez. Mais ABPRO, c'est un début. Moi, je connais tellement de coachs qui n'appartiennent à aucune association. D'accord. Et donc, si tout cela, on se retrouve et qu'on fait un travail approfondi, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver à un niveau, au niveau étatique. Le métier sera reconnu. Et quand on va dire coach, tout le monde saura ce que c'est. Il y a une éthique, il y a une déontologie. Et puis, si quelqu'un dit qu'il est coach, et puis, mais vous êtes coach, qu'est-ce qui prouve que vous êtes coach? On peut vérifier ça et on peut traduire la personne par usurpation des titres, tout ça. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Et c'est quand on va arriver à ce niveau qu'on pourra parler d'éthique proprement dite. Parce que maintenant, moi, je vais en parler par rapport à mon école, parce que ma formation. C'est vrai. Et donc, chez nous, là, moi, j'ai fait ma formation, mon formateur, dans notre école, on nous parle de 7 principes fondamentaux.
qui régissent l'éthique du coaching. Le tout premier principe, un coach, c'est d'abord quelqu'un qui est allé à une école de coaching, qui s'est fait former. Donc, et là, il faut faire attention parce que quand on parle de formation, beaucoup de gens pensent que, bon, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de coachs, au point où il y a d'autres coachs qui se sont transformés en formateurs de coachs sur le terrain, alors que pour être formateur de coach, c'est une autre école, c'est une autre formation qu'il faut recevoir. C'est-à-dire, je n'ai pas reçu la formation de formateur de coach et je m'auto-proclame formateur. Oui, il y en a, moi j'en connais sur le terrain, et qui ont même des écoles, des instituts qui forment, mais en réalité, quand vous fouillez, vous voyez que la personne ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. D'accord. Donc, se faire former, oui. Mais tu te fais former où? Point d'interrogation. Le où, c'est laissé à l'appréciation de chacun. Voilà. Mais bon, se faire former, c'est le plus important, je retiens, oui. Vous avez parlé de 7 principes, on va y aller. C'est ça. Donc, première étape, c'est se faire former. Et se faire former, le où, il est important de pouvoir savoir cela. Parce que là où tu t'es formé, c'est ça qui va déterminer le type de coach que tu vas devenir. Donc, permettez-moi de prendre le temps là-dessus, parce que c'est important. En matière d'antenne, c'est le temps. Hein? C'est l'étape. C'est l'étape fondamentale. C'est l'étape fondamentale. Oui. Okay? Si on peut accélérer un peu. Voilà, l'étape suivante, après votre formation, il est important de pouvoir faire ce que nous appelons l'atelier d'intervision. L'atelier d'intervision, c'est une pratique qui consiste à se rencontrer entre collègues coachs pour partager les difficultés que vous rencontrez, les souffrances, vos challenges, vos défis, pour se nourrir des expériences des uns et des autres, pour apprendre. À côté de l'atelier d'intervision, donc troisième principe, il y a ce que nous appelons la supervision. Le coach Gérard en parlait tout à l'heure. Donc c'est un peu comme, je donne l'exemple, chez les psychologues, ils ont un psychologue supérieur chez qui ils vont aller déverser tout ce qu'ils ont pris chez les patients. S'ils ne le font pas eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui prennent ils prennent les transferts, parce que c'est quand vous êtes dans un métier de relation d'aide et vous voulez accompagner quelqu'un, il y a ce qu'on appelle les transferts d'énergie qui se font. Donc, quand vous faites transfert, il faut libérer ces énergies que vous avez captées chez les autres. Il faut se vider. Donc, la supervision vous permet non seulement de vous vider, mais en même temps d'évaluer votre pratique, parce que le métier de coach est un métier très sensible, parce que nous travaillons avec la ressource humaine, et il faut, au jour le jour, vérifier si je suis dans la pratique du métier. Et votre superviseur est là pour vous aider à avancer là. Quatrième principe, il faut appartenir à une organisation qui défend le coaching, une association qui défend le coaching et qui porte le flambeau du coaching. Cinquième principe, c'est qu'il faut se faire évaluer par son client. Le client même. Oui, le client. Donc, à la fin de votre... Bon, pas à la fin, c'est dans des choses là, en début ou à mi-parcours et à la fin. Ça dépend de chacun. Mais il faut qu'il y ait une évaluation. Il faut que le client évalue ce que vous avez fait. Pour dire que tel objectif a été atteint. Voilà. Et ça vous permet aussi de vous réajuster, tout ça. Et de vous poser des questions. Parce que le coach est en permanence dans le questionnement. Questionnement pour lui-même, questionnement de sa pratique et questionnement aussi pour le client. Donc, sixième principe, c'est de pouvoir faire la promotion du coaching. Un coach est dans la promotion du coaching. C'est-à-dire, il en parle parce que c'est un nouveau métier, beaucoup de gens ne comprennent pas. Des gens pensent autre chose que ce qu'est le métier. Donc, en tant que coach, j'ai l'obligation de faire la promotion, d'en parler. C'est ça, vous nous donnez l'occasion de le faire. Donc, c'est pourquoi, même si je suis occupé, j'essaie d'arranger mon programme pour être là parce que c'est un devoir éthique. À votre... Septième principe. Oui, septième et dernier. Et dernier principe. Le coach doit être capable d'ouvrir ses bras. D'ouvrir ses bras, à un nouveau coach qui est en cours de formation pour l'aider à grandir. Parce que c'est un métier, en fait, pour le exercer correctement, il faut être en famille. Et on donne la main à l'autre pour grandir, pour évoluer. Il y a le mentoring dans le coaching. Vous voyez, donc, c'est sept principes-là qui fondent l'éthique du métier de coach.
là où moi j'ai été formé. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Christ Amoussou. Oui, monsieur Rodanou, qui a d'impatience, vous avez maintenant la parole. Vous, en tant que recruteur, parce que c'est ce que vous faites de base, entre autres, parce que sur ce plateau, vous avez le titre, ça dépend du sujet, de gestionnaire des ressources humaines. Vous faites également dans le marketing, mais aujourd'hui, j'aime bien votre casquette de recruteur. Est-ce qu'il vous arrive de coacher peut-être ces personnes-là que vous voulez positionner dans les entreprises? Comment vous faites ce coaching-là? Je ne suis pas coach. Donc je ne pourrais pas m'arroger de titre de coach. Par contre, en ce qui concerne les recrutements que nous faisons, nous arrivons parfois à conseiller les candidats, puisque le conseil que vous offrez aux candidats qui postulent à différents postes pour une entreprise qui souhaite les recruter paraît bien important, quand bien même vous savez que ce ne sont peut-être pas le meilleur profil que vous cherchez. Il arrive que pendant le recrutement, vous comprenez que la personne a le potentiel, mais par contre, il n'y a pas une bonne adéquation entre son profil et puis le poste qu'il souhaiterait occuper. Et ça ne vous empêche pas, en tant que conseiller ou en tant que chef d'entreprise, en tant que recruteur, de pouvoir lui accorder quand même ces quelques minutes-là de conseil. Donc, nous ne coachons pas les candidats parce que nous ne sommes pas coachs, mais par contre, nous conseillons les candidats et nous pouvons peut-être les orienter vers une meilleure insertion professionnelle. Il faut aussi retenir que lorsqu'on parle de coaching, je pense qu'il y a différents métiers de coach. Nous avons par exemple le coach de vie, nous avons les coachs en insertion professionnelle, nous avons les coachs en développement personnel, nous avons les coachs dans plusieurs domaines. Et lorsque vous avez posé tout à l'heure la question à savoir l'éthique, la déontologie du coaching, à vouloir ajouter à ce qui a été dit, lorsque vous exercez le métier de coach, il faut reconnaître que la déontologie ou l'éthique du coaching vous empêche d'abord d'interagir, d'interférer, de rentrer, de vous approprier de la vie privée d'abord du coaché. L'une des éthiques ou l'une des mesures déontologiques, bien sûr, du coaching, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la vie privée du coaché. À moins peut-être que ce coaché trouve utile de pouvoir vous en parler et quand vous réalisez qu'il vient à dépasser des bornes, je crois que l'éthique, en tant que coach, vous oblige à lui demander parfois d'écrire, de signer que c'est lui-même qui décide volontiers de pouvoir vous faire part de sa vie privée parce qu'il pense peut-être qu'en vous relatant sa vie privée ou sa vie conjugale ou sa vie professionnelle, que vous pourriez avoir un certain nombre d'éléments fondamentaux sur lesquels vous pouvez certainement vous baser pour mieux l'orienter, mieux le coacher, pour qu'il puisse atteindre certainement l'objectif qu'il devrait atteindre. Autre forme, autre déontologie, autre mesure de déontologie dans le métier de coach, je précise que je ne suis pas coach, mais par contre j'ai quand même quelques notions d'accord. Mais lorsque vous êtes coach, vous avez des limites. Vous ne pouvez pas être coach et ne pas travailler sur votre personnalité, par exemple. Le métier de coach vous interdit d'escroquer ou d'abuser de votre titre sur un coaché. Je suppose par exemple que lorsque vous avez un coaché avec vous, je pense qu'il y a un préliminaire, il y a ce qu'on appelle la facture pro forma, la facture ci et ça, et dans la facture, dans la feuille de route, il est déjà précisé le nombre d'heures de coaching que vous aurez à manifester envers le coaché, la feuille de route, c'est-à-dire les différents objectifs que vous aurez à atteindre en prenant bien sûr le coaché en charge. Donc en tant que coach, vous devez quand même savoir qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'abus de confiance, il n'y a pas ce qu'on appelle l'abus de votre titre envers le coaché, il n'y a pas ce qu'on appelle l'escroquerie par exemple. Autre forme d'éthique, c'est que le coach doit être forcément quelqu'un qui est véridique. Vous n'allez pas vouloir coacher quelqu'un et lui raconter des mensonges, ce n'est pas possible. On n'est pas vouloir coacher quelqu'un et lui relater des informations, des histoires qui ne sont pas du concret, qui ne sont pas du vrai. C'est vrai que le coach n'est pas un bon Dieu à tout faire. Le coach n'est juste qu'un facilitateur, il n'est juste qu'un accompagnateur. Et donc, quand on est coach dans l'éthique et la déontologie dont vous parlez, il y a forcément des limites. Et c'est le fait que ces coachs-là ne respectent pas, ne connaissent pas leurs limites, ils dépassent leurs limites, ils ne respectent pas leurs limites. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les coachs sont vus... Qu'on m'excuse le propos, les thèmes, les coachs sont vus comme des escrocs, sont vus comme des arnaqueurs, les coachs sont vus peut-être comme des personnes de mauvaise foi, parce qu'il y en a, c'est une seule tomate qui gâte le panier de tomates. Il y en a qui ne connaissent pas leurs limites, il y en a qui ne connaissent pas où est-ce qu'il faut s'arrêter.
Donc, du coup, un cocher qui est déçu, un cocher qui n'est pas... Il met tout le monde, voilà. Et il est aujourd'hui avec ce qu'on appelle le populisme, les réseaux sociaux, c'est ça. Un cocher qui n'est pas satisfait, lorsque un autre coach vient publier, par exemple, une offre, en termes de coaching, c'est fini, mais on vous discrédite. Et puis lui, il en fait les frais, malheureusement, oui. Donc, c'est ça. Moi, je veux beaucoup insister sur le coaching en entreprise. Le coaching en entreprise, c'est très important, mais on a réalisé qu'aujourd'hui, dans les entreprises, les chefs d'entreprise confient cela carrément au directeur des ressources humaines, au chargé de personnel, au chef service formation. Mais il est temps que les entreprises puissent avoir ce qu'on appelle le coach d'entreprise. L'objectif et le but d'un coach d'entreprise, c'est de pouvoir accompagner les salariés, de pouvoir accompagner les managers, de pouvoir accompagner les employeurs dans les prises de décision surtout, de pouvoir dire après l'évaluation de votre personnel, voilà ce qui m'en suit. Si vous êtes DRH et vous évaluez votre personnel et vous découvrez que pour que votre personnel puisse atteindre sa performance, pour qu'il soit efficiente, il faut peut-être un coaching en gestion du stress par exemple, ou peut-être en gestion du temps. Écoutez, DRH, vous n'êtes pas formateur, vous n'êtes pas coach. Vous ne pouvez pas dire, ok, je vais le coacher pour la gestion du stress. Il vous faut un coach d'entreprise et c'est ce coach d'entreprise qui prend maintenant en charge ce salarié au terme de votre évaluation avec le résultat de l'évaluation pour dire, ok, donc alors, nous allons former ce salarié-là dans ce qu'on appelle la gestion du stress ou dans ce qu'on appelle la gestion du temps ou dans ce qu'on appelle la gestion de l'émotivité, pourquoi pas, ou dans ce qu'on appelle la gestion de la personnalité. Donc, le coach a son rôle, a sa place dans tous les secteurs d'activité, que ce soit en entreprise, que ce soit dans la vie privée, bien même ce qu'on appelle les coachs parentaux. Je veux par exemple citer M. Flugans, qui est un très bon coach parental qui fait beaucoup de choses aujourd'hui envers les parents d'élèves. On voit quand même qu'il y a un résultat aujourd'hui à la veille des examens. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées par le coach Flugans et puis ça marche beaucoup. Donc le coach a sa place dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas ce secteur d'activité dans lequel on dira au coach stop. Non, non, non. Le coach a accès à tous ces secteurs d'activité pourvu qu'il soit formé et pourvu qu'il soit capable de pouvoir répondre à son cahier de charge. Il ne faudrait pas que le coach puisse mélanger. Vous ne pouvez pas être en même temps coach financier, en même temps coach professionnel, en même temps coach de développement personnel, en même temps coach de vie, en même temps coach parental. S'il a enchaîné les formations, il peut être tout, non? Non, il ne peut pas l'être, justement. Parce que quand il porte toutes ces casquettes-là, Madame Tobla, rassurez-vous qu'il n'atteindra pas les objectifs. D'une part, d'autre part, c'est qu'il devient carrément un bon à rien faire. Et du coup, on jettera le discrédit sur le métier de coach, sur le nom de coach. On va plus respecter les coachs. Donc, les coachs sont importants. Ils ont leur place dans tous les secteurs d'activité. D'accord. Est-ce que vous connaissez vos limites, monsieur? Oui, je connais mes limites. Et en même temps, le coach, bien entendu, a ses limites, mais le coaching aussi a ses limites. Donc, le coaching, ce n'est pas un outil magique qui répond à tout. Vous savez, c'est une démarche de relation d'aide comme, par exemple, le conseil, et comme la thérapie, comme la psychologie. Mais toutes ces disciplines, chaque discipline a son marigot et ses, je vais dire, ses frontières, ses limites. Donc, en coaching, nous disons que toutes les situations ne sont pas coachables. Ah bon? Oui. Je donne un exemple. Un papa vient me voir pour dire vraiment, mon fils, il est dépendant à la cigarette, il ne fait que fumer tout le temps. Ça fait plus de 3 ans qu'il est dedans, j'ai tout fait. Je veux que vous le coachiez pour qu'il change. C'est pas du coaching. Si je fais l'erreur, je dis ok, d'accord, il n'y a pas de problème, ça veut dire que je ne connais pas mon métier. Parce que c'est pas... C'est un besoin. Oui, on parle de l'identification du besoin, mais c'est un besoin. C'est un besoin qui est là. Ce que je pourrais faire, peut-être, si je vais apporter un coup de main à ce papa, je vais lui dire, ok papa, il n'y a pas de problème. D'abord, il faut que je vérifie, est-ce que votre fils veut changer? Est-ce que lui-même veut changer? C'est vous qui êtes venu me voir. Qu'en est-il de lui-même? Donc, première question. Si je reçois la réponse positive, oui, le fils veut changer. Ok, je dis papa, ok, il veut changer. Mais le problème qu'il a actuellement, moi, je ne peux pas le coacher parce que je ne peux pas le coacher tout de suite. Je pourrais le coacher après, mais pas tout de suite. Ce qu'il faut faire actuellement, il faut l'amener dans un centre de désintoxication. Il faut qu'on s'occupe de lui d'abord, parce qu'il veut changer, il faut qu'il se libère. Et par la suite, moi, je vais faire un coaching pour lui, selon lui, ses objectifs. Parce que, quels sont ses objectifs? Donc, le coaching, on ne vient pas pour faire les objectifs de
Celui qui envoie, non. C'est celui qui, voilà, qui dit, je veux du coaching. Moi, je veux arrêter la cigarette, je ne veux plus fumer. Ok. Mais, en ce moment, je ne peux pas te coacher parce que tel que tu es là, tu as un problème de dépendance et il faut aller dans un centre, ils vont faire le travail d'abord et puis je pourrais t'accompagner après dans le coaching. Vous voyez. Je n'ai donné que cet exemple. Je peux donner un autre exemple. Je suis fatigué en tant que coach. Je suis fatigué, je ne suis pas en forme, mon énergie n'est pas au top, je suis fatigué et puis on me demande de coacher. Je ne peux pas coacher. Si je coach, ça veut dire que je ne maîtrise pas mon travail. Je ne veux pas avoir de bons résultats parce que je ne suis pas dans l'état d'esprit qu'il faut être pour coacher. C'est vrai. Je donne un troisième exemple pour finir cet aspect-là. Un client vient me voir, vous dit, écoutez, monsieur, bon, vraiment, je suis entrepreneur, je veux augmenter mon chiffre d'affaires par 10. Je le reçois, je le coach. Je veux que vous me coachiez. Et puis mon inspiration me dit, ce monsieur-là, vraiment, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Je n'ai pas envie de travailler avec lui. Il peut arriver. Oui. Il peut arriver. Bien sûr. Et donc, en fait, le coaching, il y a la dimension spirituelle du coaching, en fait. Et cette dimension spirituelle doit être vraiment prise en compte. Parce que c'est dans cette dimension spirituelle que le changement se produit chez le coaché. Et donc, si vous ne sentez pas cet alignement, vous ne sentez pas cette vibration de travailler avec ce dernier, il faut lui dire ça. Il faut le confier à un autre collègue. Donc, le coaching, c'est pourquoi il dit, c'est pas un métier, l'objectif premier du métier de coach, c'est pas pour gagner de l'argent ou devenir riche, non. C'est vrai, ça peut arriver après, on peut faire de l'argent, mais c'est d'abord un métier que vous faites par passion, par amour, un métier qui répond à votre personnalité, en fait, qui vous porte. Quand vous le faites comme ça, vous avez forcément, vous vous sentez bien. Et quand vous vous écoutez, parce qu'il y a beaucoup d'écoute dans le coaching. On écoute les clients, mais le coach, c'est d'abord quelqu'un qui s'écoute beaucoup lui-même. Beaucoup lui-même, d'accord. Vous allez, moi, mon mentor, celui qui m'a formé au coaching, dans ces entretiens de coaching, il y a un siège pour le coacher, il y a un siège pour lui-même, il y a un troisième siège qui est là. Pour qui? Ok, belle question. Personne ne voit. Personne sur le siège. On entend à quoi que c'est un siège qui est vide. Mais c'est le coach, le siège n'est pas vide. Qui est dessus? Ok. Il y a une troisième personne qui est là. Une troisième personne qui est en fait, en griffe, un soi supérieur, qui est au-delà de tout, qui peut faciliter les choses, qui peut faciliter la transformation chez le coaché. Vous voyez. Donc ça, par exemple, c'est une dimension spirituelle qui est dans le coaching. D'accord. Et ce n'est pas, vous n'allez pas voir peut-être cette dimension spirituelle dans toutes les écoles. Vous voyez. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une harmonisation. D'une réflexion pour qu'on adopte une démarche, qu'on dit voilà comment ça se passe. Il n'y a que ça. D'accord. Quand est-ce que vous déterminez, c'est une question pour vous, monsieur Akouté, quand est-ce que vous déterminez ou vous reconnaissez qu'à ce stade-ci, ce n'est plus de mon ressort? Merci beaucoup. Déjà, je rappelle que lorsque nous parlons de coaching, c'est d'abord, à travers les questionnements, identifier le réel besoin, le réel problème de la personne. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas tout de suite se jeter sur le problème pour lequel la personne est devant vous. Et donc, lorsque vous avez identifié ce problème, c'est à ce moment que vous passez peut-être à l'accompagner. Alors, je rappelle que je suis coach dans un domaine. Aujourd'hui, le métier de coaching est en vogue. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'homme est au centre de tout. Aujourd'hui, nous faisons la promotion de l'homme au centre de tout. Dans tout domaine maintenant, c'est l'homme. Lorsque dans votre entreprise, vous ne mettez pas le client, l'homme, au milieu de votre produit, c'est que vous n'allez pas avancer. Et donc, c'est l'homme, on fait beaucoup plus la promotion de l'homme aujourd'hui. Les business qui se créent aujourd'hui, c'est beaucoup plus la promotion de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle le méthode de coaching est en vogue. Et de ce fait, moi, l'homme qui est pluridimensionnel a beaucoup de dimensions, a beaucoup de besoins, a beaucoup de problèmes. Alors moi, je me spécialise dans le domaine dans lequel je veux accompagner l'homme. Je veux coacher l'homme. Et donc, déjà, quand je connais mes limites, quand je connais le domaine dans lequel je me suis fait former en tant que coach, alors mes limites sont là. Alors, je sais que je ne peux que m'arrêter là. Et donc, en le coachant, en commençant par lui poser la question, quand j'identifie le problème,
alors je suis obligé, je vois que le problème ne relève pas de mes compétences en matière de coach, alors je le réfère à celui qui est spécialiste de ce domaine. Alors, je ne peux pas, quand je prends peut-être un jeune qui fume et tout, je peux le coacher. Dans ce sens que je commence d'abord par identifier. Déjà, quand je lui commence pas à poser le problème, c'est-à-dire je vais commencer le coaching je commence à lui poser des questions. Déjà, je commence le coaching avec lui. Et dès que j'identifie le bon, je vois que, ok, du fait qu'il fume, arrêtez, le problème vient de tel niveau, alors je le renvoie maintenant à ce spécialiste qui est du domaine pour que la personne puisse vraiment résolver son problème. Et donc, voilà déjà, c'est que tout part du domaine dans lequel moi je coach. Tout part du domaine dans lequel je suis spécialiste de ces questions-là. Et c'est pourquoi, à la base, tout coach, tout individu doit identifier dans quel domaine il s'oriente. C'est vrai, il y a des domaines qui s'apparentent, il y a des domaines dans lesquels je peux me faire former en ceci, et les deux iront de pair. Mais déjà, je dois identifier ma ligne droite afin de savoir quel type de coach, quel type de coaching j'apporte aux uns et aux autres. Donc voilà ce que je peux dire. Okay. C'est cela, d'abord, ça donne les limites de votre travail à vous. Voilà. D'accord. Alors, M. Rodonon dénonçait tout à l'heure, je vais dire, cette pluridimension d'un coach qui se fait former pratiquement en tout. Il vous arrive parce qu'on connaît des coachs qui ont au moins 2 certificats, 3 certificats, 4 certificats, peut-être coach de vie, coach en entreprise, coach je ne sais plus trop quoi. Ça marche? Moi, je dirais que ça ne marche pas parce que... vous avez combien de certificats? Pardon? Vous avez combien de certificats? Un seul. Moi, je suis coach individuel et coach d'équipe. Coach d'équipe. Ouais, bon. Je dis, dans ma formation, nous parlons souvent de territoire. Un coach doit avoir son territoire. Ok. Et il conseille, surtout quand vous êtes un débutant, d'avoir au plus un seul territoire. Maintenant, un coach avancé qui est expérimenté, qui a 5 ans, 10 ans d'expérience, il peut ajouter pendant son parcours un autre territoire. Ok. Deux territoires. Mais quand ça commence par être 3, 4, 5, 6 territoires, ici famille, couple, entreprise, tout ça, il peut le faire. Mais ce n'est pas le même coaching. Attendez. Il peut le faire. Mais le problème qui va se poser, c'est le problème en fait d'efficacité et de performance. Parce que lorsque vous choisissez un territoire et que vous vous posez sur ce territoire, vous faites ce que nous appelons de l'approfondissement. Vous développez une certaine expertise sur ce territoire. Et vous êtes référé par rapport à ce territoire. On dit, je cherche un coach qui traite des questions de prise de parole en public. On vous connaît parce que c'est ça que vous avez fait tout le temps, pendant 10 ans. Mais si pendant 1 an vous avez fait ça, après vous laissez. Vous faites couple pendant 6 mois, vous laissez. Vous faites entreprise pendant 3 ans, vous laissez. Après vous faites choses là. Mais on va vous référer comment? Ok? On ne va pas vous référer. Et en plus de ça, vous ne serez pas efficace. Parce que vous n'aurez pas le temps de pouvoir maîtriser tous les contours et toutes les variables qu'il y a sur le territoire. Vous voyez. Et donc, quand vous êtes coach de tout, finalement, vous êtes coach de rien. Donc, il faut choisir son couloir. Et le choix de son couloir, ça peut être par rapport à votre personnalité, par rapport à ce qui a du sens pour vous. C'est aussi comme ça dans notre vie. Vous savez, dans notre évolution, l'homme a plusieurs talents, ok? Vous pouvez faire beaucoup de métiers, tout ça. Mais dans tous les métiers qu'il y a devant vous, il doit y avoir un ou deux là qui ont vraiment du sens pour vous. Et c'est la même chose qu'on demande à tous ceux qui veulent aller au coaching. On ne va pas se mélanger à tout. Parce qu'il faut mettre de l'ordre dans ce que l'on fait. D'accord. Je vous demandais si ce n'était pas le même coach. Vous n'avez pas peut-être de modules de base qui vous permettent d'être transversal dans tous les domaines, non? Non. En fait, le coaching d'abord, la démarche du coaching est transversale. C'est ce que je demandais. Okay. Donc, la démarche du coaching est transversale. Pour coacher, voilà, on parle d'entretien de coaching. Donc, il y a telle étape, il y a 7 étapes d'entretien. Et pour faire un entretien de coaching, il y a 7 étapes. Donc, que vous soyez en train de coacher un couple, que vous soyez en train de coacher un chef d'entreprise, que vous soyez en train de coacher, c'est pas une maman pour bien s'occuper de ses enfants, vous suivez les 7 étapes. Vous suivez les 7 parce que c'est une démarche. Voilà. Vous voyez. Mais là, ça va faire appel à l'approfondissement. Voilà, pour être professionnel, être spécialiste, vous choisissez votre territoire. Mais c'est la même démarche.
D'accord. Mais c'est le contenu qui sera différent. Parce que vous connaissez ce champ d'action. Quand on parle de famille, vous connaissez les difficultés que les familles rencontrent, vous connaissez les problèmes que les familles rencontrent, vous avez de l'expérience là-dedans. Et donc, ça vous permet d'être beaucoup plus performant. Ouais. Monsieur Rodano, Monsieur Amoussou, Monsieur Akoté, merci à vous. Vous avez eu l'opportunité de parler de votre métier et nous vous souhaitons la réussite et que les coachés ou bien ceux à qui vous proposez votre offre puissent réellement comprendre ce que vous vendez concrètement pour que les idées reçues cessent et qu'on puisse maîtriser un peu plus ce que vous faites. Allez, on ne pourra pas faire le jeu aujourd'hui compte tenu de plusieurs paramètres. Voilà, donc malheureusement, on ne pourra pas le faire. On va partir, mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant de passer une très belle journée. Merci déjà au coach Viera qui est passé au premier plateau. Merci à vous tous. Je vous dis bonne journée. Merci. Retrouvez vos situations respectives en état. Surtout monsieur Rodonon qui a des recrutements à faire. Allez, à demain, mesdames et messieurs.